Les temps qui courent est le média des témoins qui racontent l'époque contemporaine. Ce nouveau format podcast vous fait découvrir l'intégralité des entretiens que nous menons, en prenant le temps d'une conversation et de son cheminement. En racontant son histoire, chaque témoin vous fait ainsi découvrir un pan de notre histoire. Aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem. Elle est une figure marquante de la politique française, dont le parcours est à la fois inspirant et révélateur des défis rencontrés par les femmes en politique. Tout commence pour elle avec la déflagration du 11 avril 2002, ce jour où Jean-Marie Le Pen accédait au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Voici notre estimation. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Najat Vallaud-Belkacem, fille d'immigrés marocains et tout juste naturalisée française, peut alors voter, mais elle part en vacances. C'est mon premier vote, j'ai pas pensé à faire de procuration, on est avec un groupe d'amis à l'étranger et en fait depuis l'étranger, en l'occurrence l'Espagne, on prend connaissance le 21 avril 2002 du fait que en fait au second tour c'est pas la gauche et la droite. Alors moi déjà je me sentais plus proche de la gauche à l'époque, mais la droite et l'extrême droite qui arrivent au second tour d'une élection présidentielle. Et le choc ressenti à ce moment-là, en fait c'est ce choc-là qui a servi de déclencheur chez moi. C'est pas tiens je me dis que j'ose finalement. C'est ce choc ressenti où je me suis dit, mais en fait, bon d'abord je m'en voulais énormément de ne pas être allée voter, et puis surtout je me suis dit, tu peux pas rester simple spectatrice, justement avec tout le bagage construit, acquis au fil du temps. Et quand je dis bagage, je dis pas simplement un bagage universitaire ou de Sciences Po, je dis justement la force d'expérience, d'usage en fait, d'être partie de très bas dans l'échelle sociale, d'avoir vu tous les différents milieux sociaux, donc d'avoir vu ce qui compte en fait pour faire cohésion dans notre pays. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, en fait, tu n'as pas le droit. Donc, en fait, c'est une notion de devoir plutôt que d'audace. Là, on vient d'ardarder le lendemain matin à Paris avec mon groupe d'amis. On fait partie, des manifestants, etc. On vote, on appelle à voter pour Jacques Chirac, évidemment. Et puis après, une fois l'élection présidentielle passée, je me dis ça c'était ok, c'était ce qu'il y avait de plus urgent à faire, mais maintenant quelle conclusion tu en tires pour la suite? Et ma conclusion, c'est qu'il faut que je rejoigne un dispositif de militantisme politique. Et là, je raisonne de façon très méthodique. En fait, je prends tous les partis, je les pose sur la table comme ça. Enfin, c'est visuel, hein, mais je les pose et je me dis duquel je me sens le plus proche au fond. Parce qu'il y avait personne qui était venu me chercher en me disant mais viens donc adhérer à notre parti. Enfin, moi, mon raisonnement, il est très autonome en fait à ce moment-là. Et je savais, donc comme je vous le disais, que j'étais plutôt de gauche. Je veux dire, toutes les expériences d'activisme associatif que j'avais eues, de militantisme associatif, étaient dans des structures qui visaient à plus de justice sociale, plus de solidarité, enfin plus d'égalité. Donc c'était vraiment les valeurs et l'ADN de la gauche. Mais par contre, au sein de la gauche, il y avait différentes formations politiques. Et à ce moment-là, ma conclusion, c'est je veux une formation politique qui a vocation à diriger et pas simple à gouverner et pas simplement à tenir des discours incantatoires. Et c'est ce qui me fait rejoindre finalement le Parti socialiste à partir de 2002. 10 ans plus tard, en 2012, à seulement 35 ans, Najat Vallaud-Belkacem devient la plus jeune ministre nommée dans un gouvernement à la tête du ministère des Droits des Femmes. Ça faisait 27 ans qu'un tel ministère n'avait pas existé de plein exercice. J'ai voulu interroger la trajectoire de cette étoile filante de la politique, comprendre comment son vécu a façonné son engagement, comment cette fille d'immigrés s'est-elle donné le droit d'aspirer à la politique et comment a-t-elle vécu les attaques sexistes, les procès en incompétence. Najat Vallaud-Belkacem nous livre ainsi sa conception de la parité, elle qui est née il y a 200 ans au Maroc, dans une famille d'un autre monde, selon ses propres mots. D'abord, je viens d'une famille qui est assez classique, traditionnelle et d'un certain point de vue conservatrice sur les modes de fonctionnement familiaux. Et donc, du coup, j'ai trop souvent eu à déplorer les inégalités entre filles et garçons que
ce mode classique d'organisation familiale reproduisait et j'ai regretté de voir ma mère n'avoir pas son autonomie financière, son indépendance, sa capacité de faire des études. Elle aurait beaucoup aimé en faire, elle n'a pas pu en faire. Et donc du coup, c'est en regardant tout ça que j'ai été très tôt interpellée sur les inégalités femmes-hommes. Je voulais comprendre du coup s'il y avait un élément déclencheur dans son enfance, une forme d'injustice, devenue la source de son combat pour les droits des femmes. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que, vous l'aurez compris, ma mère jouait un rôle quand même assez central dans ma vie de manière générale et puis dans mes prises de conscience. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'elle était dans une forme elle-même de paradoxe, puisque à la fois c'est elle qui portait ce discours-là, il faut que ce soit différent pour vous les filles, notamment par les études, émancipez-vous. Et en même temps, dans la façon dont elle gérait ses propres enfants, on voyait bien qu'elle reproduisait des schémas classiques, traitant de façon distincte les filles et les garçons. Donc c'est pas du tout pour lui jeter la pierre, mais c'est simplement que je pense que ma conscience, en fait, s'est approfondie de cette double expérience, à la fois de l'injonction qui nous était faite aux filles par ma mère d'aller plus loin, et du constat que, en fait, si on ne se lève pas résolument contre les inégalités, elles se contenteront de se reproduire, y compris par les femmes elles-mêmes. C'est vrai que la situation était très différente en fonction qu'on était un garçon ou qu'on était une fille, même dans les corvées du quotidien, j'allais dire, mettre la table, aider à préparer à manger, etc., aider à faire le ménage. On voyait bien qu'on n'attendait absolument pas la même chose des filles et des garçons. Et puis, étrangement, et ça, enfin, c'est pas étrange parce que c'est une constante, là encore, dans nos sociétés, l'injonction de réussite scolaire était davantage faite aux filles qu'aux garçons. Alors, vous me direz, ça, c'est plutôt positif parce que c'est bien de faire injonction de réussite scolaire, mais du coup, ça aussi, ça crée du trouble et du dysfonctionnement et du mal-être. Donc, c'est tout ça que je constatais. Évidemment, sur le moment, j'ai pas théorisé tout ça, mais par contre, le fait de m'être vraiment approprié le sujet du combat pour l'égalité femmes-hommes plus tard, m'a aidé à revenir sur toutes ces expériences vécues, à me rendre compte que c'était pas des situations personnelles, des espèces de faits divers, mais que c'était vraiment quelque chose de structurant de nos sociétés, et apporter un regard plus analytique sur ce qui était en train de se passer depuis des millénaires. C'est d'abord sa sœur aînée qui l'inspire et qui la pousse à faire des études. À 20 ans, Najat Vallaud-Belkacem n'est qu'une jeune fille timide. Elle n'a d'ailleurs pas encore quitté le cocon familial. Alors, en 1997, je suis en effet encore amiénoise déjà, puisque je suis installée donc à Amiens en Picardie. 2 ans plus tôt, j'ai eu mon bac, c'était en 1995, et donc en 1997, je suis en train de faire ma licence de droit public à l'université Jules Verne, Picardie. Et je suis, je dirais, si je devais aller vite, une jeune fille timide, plutôt réservée, ne sachant pas trop bien quel est encore le rôle qui doit être le sien dans cette société, souvent rêveuse. Je crois qu'à ce moment-là, j'aspire à devenir écrivain. J'adore écrire, en fait, tout simplement, et donc je m'imagine bien dans un rôle comme celui-là. Je pense qu'à 20 ans, on cherche plutôt à se fondre dans la masse, se couler dans le moule. Et donc, en fait, on cherche plutôt ce qu'on a de commun avec les gens qui nous entourent, plutôt que ce qu'on a de singulier. Ce qui est une erreur, d'ailleurs. Et maintenant, quand je parle à des jeunes gens et des jeunes filles, je leur dis, au contraire, cultivez votre singularité, allez chercher vos atouts, justement, notamment dans vos racines. Mais bon, à l'époque, je suis celle que je suis, et donc, du coup, ce qui me caractérise à ce moment-là, c'est d'être finalement une jeune fille qui ressemble aux autres jeunes filles de France, attirée, je pense, par les mêmes univers musicaux, les mêmes goûts, la même forme, à certains égards, d'insouciance, et en même temps, une gravité quand même présente pour des tas de raisons, parce qu'on est une famille, comme souvent les familles qui ont vécu l'immigration, les enfants aînés, donc ma sœur aînée et moi-même, ont très tôt pris des responsabilités dans la famille, auprès du reste de la fratrie, auprès des institutions administratives, etc. Donc il y a une forme de gravité, de sérieux, enfin, qui vient du fait qu'on est là pour épauler nos parents, en fait. Enfin, d'abord, on est là pour donner un sens aux sacrifices réalisés par nos parents. Il ne faut jamais l'oublier, parce que je sais que dans les débats publics, on l'oublie souvent, mais quitter son pays, c'est quand même un sacrifice.
avant toute chose. Et on le quitte, généralement, c'est ce qu'ont fait mes parents, comme bien d'autres, pour donner une vie meilleure, un avenir meilleur à ses enfants. Et donc, les enfants se sentent quand même lestés de ce poids-là. Hein. Donc, ils se disent, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit bien réussir et tout ça. Donc ça vous donne une forme de gravité. Donc donner un sens à leur sacrifice et deuxièmement les épauler parce qu'on se rend quand même vite compte, même si on se victimisait pas particulièrement, mais quand même on se rendait compte que voilà, nos parents étaient vulnérables d'une certaine façon face à des institutions administratives dont ils ne maîtrisaient pas les codes, qui parfois n'étaient pas forcément en empathie avec eux, etc. Donc c'est nous qui, parce que nous maîtrisions le français et tout ça, allions finalement parler au nom de la famille sur plein de sujets dont normalement un enfant, un adolescent à cet âge-là ne prend pas la charge. Par exemple, typiquement, par rapport à l'institution école, c'est plutôt les enfants aînés, en l'occurrence, qui vont aller assister aux réunions parents-profs des plus jeunes que les parents eux-mêmes. Mais ensuite, vous avez plein d'autres administrations diverses et variées avec lesquelles il faut aller parlementer ou comprendre ses droits ou remplir des formalités. Et tout ça, c'est vrai que ça relevait vraiment beaucoup de nous. Donc, il y a une forme de gravité, pour revenir à ce que je suis à 20 ans, qui est présente depuis des années. Et en même temps, je crois que je suis plutôt d'une nature joyeuse, d'une nature quand même un peu légère, et donc oui, un peu rêveuse, quoi. Voilà, donc c'est ça que je suis à 20 ans. Et pour revenir un peu plus loin dans le temps, aux racines, celle que je suis au moment de voir le jour, en revanche, c'est clair que c'est une petite paysanne dans une famille paysanne, dans une terre aride. Et c'est pas pour rien que la terre du Rif, au nord du Maroc, a fournit beaucoup de bataillons de migrants, en réalité, notamment vers l'Europe, pour une raison simple, c'est qu'elle ne produit rien, en l'occurrence, et que c'est la misère qui attend, malheureusement, à ce moment-là, en tout cas, ceux qui y restent. Donc, on est dans cet univers-là, toutes les générations vivent ensemble, dans une même maison, vaste. Donc du coup, on vivait non seulement avec nos grands-parents, nos parents, mais aussi nos oncles, nos tantes, nos cousins. Donc d'une certaine façon, c'est aussi une certaine expérience de la communauté, de vie en collectivité qui est assez intéressante quand on est enfant. Franchement, on y voit aussi beaucoup d'avantages. Donc voilà, donc c'est de ça qu'est faite mon enfance. Et puis aussi d'un rapport à la nature, aux animaux, à mes grands-parents et tout ça, qui m'a, je pense, beaucoup forgée. Je pense que ça vient de là aussi, la valeur solidarité. À mon avis, c'est pas venu par hasard chez moi. Puis pour finir sur la religion, la religion, elle est présente dans notre vie, mais elle est comme une évidence, elle est présente sans être surprésente, honnêtement. Elle fait partie de la culture, elle fait partie d'un certain nombre de rituels que nous avons. L'ancienne ministre le dit elle-même. Elle a grandi dans une culture très paysanne régie par un islam pieux et archaïque. Je ne peux pas faire autrement que de me poser cette question. Qui avait le pouvoir dans sa famille ? Les hommes ou les femmes ? Je pense que là aussi, c'est assez représentatif, à mon avis, de ce qui se passe dans beaucoup de familles issues de l'immigration. C'est cette espèce de hiatus qui finit par se créer entre générations. C'est-à-dire, grosso modo, il y a un moment quand même où les enfants prennent leur envol. Même si vous les avez encore à la maison, en fait, ils prennent leur envol. Et vous me direz, on trouve ça dans toutes les familles, même des familles qui n'ont pas connu l'immigration, mais les familles qui viennent de l'immigration, ce hiatus est d'autant plus perceptible que c'est vraiment des codes qui n'ont plus grand-chose à voir, quoi, entre ceux des parents qui se sentent vraiment, pour le coup, dépassés, et ceux des enfants qui ont une aspiration à ce qu'on appelle l'intégration qui est énorme et qui, du coup, vont peut-être trop vouloir mettre de côté ce qui était leurs racines, ce qui était leur famille, etc. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que cette jeunesse-là que je suis en train de vous décrire et ces tensions, ces tiraillements entre on veut faire plaisir à ses parents et finalement ressembler à ce qu'ils voudraient qu'on soit et en même temps, on veut ressembler à cette société d'accueil dans laquelle on est assis entre deux chaises, etc. C'est quelque chose qu'il faudrait creuser un peu plus parce que ça crée du mal-être, je pense.
Et en même temps, il faut dire aussi aux gens, il ne faut pas non plus tout dramatiser, il faut dire que c'est pas grave, que c'est aussi ce tiraillement qui est créatif, qui est une force créative d'une certaine façon, parce qu'on invente autre chose. Mais qu'est-ce que c'est agréable quand on avance en âge et qu'on trouve enfin la maturité et l'équilibre qui permet de ne plus être dans ce tiraillement et de, au contraire, rendre complémentaires ces différentes facettes de soi. Ce qui tiraille, par exemple, en tant que fille, très précisément, c'est le moment où vous arrivez à un âge où vos parents vous disent ce serait bien que tu te maries maintenant et on va organiser ça. Et d'ailleurs, on sait avec qui il faudrait que tu te maries parce que c'est quelqu'un plus ou moins connu, enfin je veux dire dans une famille éloignée, etc. Donc ça ressemble à ça en fait. Et il y a des filles malheureusement pour lesquelles ça se passe mal, cette histoire. J'en souris, mais tout le monde ne peut pas y résister. Et donc, il se trouve que chez nous, quand la question s'est posée, on y a résisté, ma sœur aînée comme moi, mais il y a d'autres familles dans lesquelles elles n'ont pas pu et elles se sont retrouvées embarquées dans des histoires d'union non désirée, non souhaitée. Et donc, c'est ça, typiquement, le tiraillement. C'est vouloir, comme jeune fille, comme jeune femme, tout simplement être libre, comme le pays dans lequel on est installé vous le proclame sans arrêt, liberté, égalité, fraternité, etc. On veut juste vivre en adéquation avec ces valeurs-là qu'on admire, en fait. J'essaie de rendre justice aux gens, si vous voulez. Je prends toujours en considération la dimension, soit culturelle, soit sociale, du comportement des individus. Je ne dis pas qu'il faut absolument tout justifier et tout excuser, bien sûr, mais je pense que c'est très intéressant, c'est très important, de se mettre à la place des gens et de comprendre d'où ils viennent, d'où ils parlent, ce qu'ils ont connu, quel code, quel univers, avant de porter un jugement péremptoire. Mais t'es trop bête, t'es trop naze. Je me dirais, aujourd'hui, mes enfants sont capables de me dire que je suis dépassée et sur certains sujets nazes, mais non, enfin, moi, je sais pas, je suis d'une nature qui cherche à comprendre. Et puis on parle d'individus, en plus, vous parlez de ma mère, de ma grand-mère, enfin, de gens que j'adore. Donc, du coup, évidemment, quand l'affection entre en ligne de compte, on est plus encore tenté de comprendre le point de vue de l'autre. Donc, j'ai jamais été dans la rupture. Encore une fois, c'est des choses que certaines familles ont connues, mais pas la mienne. Mais je pense que ce sont aussi toutes ces expériences-là, celles que j'ai vécues moi-même, celles que j'ai vues d'autres jeunes filles vivre autour de moi, parce que moi j'ai eu des camarades de classe, filles, issues un peu du même genre de famille que moi, brillantissimes, obligées d'arrêter leur scolarité, de se marier, enfin voilà. Donc c'est ces expériences-là aussi qui m'ont fait porter un regard particulièrement acéré sur ces questions d'inégalité femmes-hommes. Une enfance dépolitisée, mais des expériences par définition politiques, dont elle n'a d'ailleurs pas forcément conscience à 20 ans. Mais mine de rien, elle atterrit quand même à Sciences Po Paris. Moi, j'étais plutôt attirée par les lettres. Et en fait, c'est ma sœur aînée qui avait testé les choses 1 an avant moi et qui me dit « Écoute, moi, je fais du droit, j'adore le droit, ça va te structurer, tu devrais vraiment faire ça. » Et en fait, qui me convainc. Et c'est comme ça que je débarque en droit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça, mais au moment d'arriver dans ma licence, au début de ma licence, je me dis, mais en fait, le problème, c'est que là, je suis en train de suivre les pas de ma sœur et que je vais passer ma vie entière à être en compétition avec elle et à lui passer après d'une certaine façon, ou à chercher à faire aussi bien qu'elle. Et je voulais pas ça, je voulais avoir une forme de singularité à ce moment-là. Et comme je la voyais devenir progressivement avocate, c'est ce qu'elle est devenue d'ailleurs, je me suis dit, il faut que j'aille faire autre chose. Et donc, du coup, là, je manque d'imagination, je pousse la porte d'un centre d'information et d'orientation et je tombe sur une brochure, c'est celle de Sciences Po. Et j'aime beaucoup la façon dont est décrite cette école comme une école relativement généraliste, donc qui ne vous oblige pas à faire des choix tout de suite, mais en même temps très, très culture générale. Donc, pour quelqu'un comme moi, c'était parfait. Et surtout, je me pose pas la question, je vois qu'on y entre sur concours, donc je décide de préparer le concours. Par contre, c'est vrai qu'il y a 2 choses intéressantes quand même dans cette anecdote. La première, c'est comment est-ce que je peux découvrir l'existence d'une école comme Sciences Po seulement en licence de droit. Donc le déficit d'information quand même de territoire comme le mien, c'est un petit sujet pour ce qui est des questions d'égalité scolaire, évidemment. Et deuxième sujet, c'est que quand je décide de préparer le concours, je m'en ouvre notamment à un de mes professeurs
à qui je dis, je compte préparer ce concours. Et alors que j'étais quand même une très bonne étudiante, a priori, j'avais de très bons résultats en droit, le professeur en question me dit « mais je préfère te prévenir que tu sois pas déçu, c'est très 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 sélectif, donc je sais pas, ne te fais pas non plus d'illusions ». Et ça m'est resté. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable quand même, parce qu'on devrait tirer les gens vers le haut, quoi. On ne devrait pas rabattre leur ambition comme ça. Bon, donc je passe le concours, finalement je suis admise et je me retrouve dans cette école. En intégrant Sciences Po, Najat Vallaud-Belkacem devient indépendante, découvre Paris, la vie et la reproduction sociale. Mais pour moi, finalement, plus encore que l'école en tant que telle, que par ailleurs j'ai adoré, c'est l'expérience de la vie parisienne qui est extraordinaire. C'est l'expérience de quitter ma famille. Moi, j'avais toujours vécu, surtout avec cette fratrie de 7, donc on a toujours vécu en communauté. Et donc, faire exister mon individualité, c'était pas vraiment à l'ordre du jour, dans une famille nombreuse. Et là, pour la première fois, j'étais dans une petite chambre étudiante, mais toute seule. Le soir, je pouvais me retrouver avec moi-même, faire mes propres expériences, me balader seule, etc. Et ça a été, franchement, c'était assez extraordinaire. Et quant à Sciences Po, c'est vrai que ça fait partie quand même de ces écoles, et je lui en sais gré, qui vous donne une forme d'assurance personnelle, parce que moi j'en avais pas beaucoup, je me suis décrite comme étant quelqu'un de timide et discret. C'est vrai qu'à Sciences Po, en fait, on en pense ce qu'on veut, mais pour le coup, les gens qui viennent s'adresser à vous vous disent généralement vous serez les décideurs de demain. Alors c'est sûr que ça vous installe. Peut-être que parfois c'est pas bien, mais en tout cas pour quelqu'un comme moi, ça vous installe dans une forme d'assurance plus grande que quand on vous dit « Ah, tu fais pas trop d'illusions, c'est peut-être pas forcément fait pour nous ». Donc ça m'a beaucoup marqué. Et c'est ça, je pense, qui m'a ensuite donné une espèce d'audace, là je veux bien employer ce terme, cherchant un job, d'aller en faire un, comme je le disais, à l'Assemblée nationale, d'aller en faire un autre dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans lequel je resterai du coup, y compris à la fin de mes études. Mais à cette époque-là, il y a une absence flagrante de diversité des visages, ça se note tout de suite, c'est une évidence. Et puis, deuxièmement, dans la conversation avec les uns et les autres, parmi les élèves, très vite, je me rends compte qu'en fait, c'est très parisien, pour une école censée être nationale, que très rares sont les élèves venant de province, que quand ils viennent de province, c'est plutôt quand même de la bourgeoisie que de classe sociale défavorisée, et que, en fait, l'essentiel, si ce n'est l'immense majorité de ces élèves, sont des gens qui, pour le coup, étaient eux informés de l'existence de Sciences Po depuis fort longtemps et étaient dans la dynamique de préparation de tout ça depuis fort longtemps. Donc en fait, ce hiatus qui apparaît à mes yeux entre l'absence de représentation de la société française, l'inégal accès à l'information, la question sociale, oui, c'est vrai que ça aussi, ça va quand même pas mal me forger. Je me rends compte finalement que ces expériences familiales, étudiantes, en gros sont vécues, forgent sa conscience féministe et précèdent d'ailleurs largement son engagement politique. Je pense que ma conscience féministe, elle date depuis longtemps pour le coup, vraiment. Elle n'a pas eu besoin d'études, elle n'a pas eu besoin de diplôme, ma conscience féministe. Elle est là. De quand ? Elle date, j'allais dire, de la petite enfance. Mais vraiment, c'est-à-dire que, je sais pas, je suis quelqu'un qui est, c'est parfois peut-être un défaut, mais très sensible, extrêmement sensible. Je veux dire, je peux pas me désintéresser des malheurs du monde, je peux pas refermer la porte sur les bruits du monde, quelles que soient les conditions et quel que soit l'âge. D'ailleurs, j'étais déjà comme ça enfant, je le suis encore à plus de 40 ans. Quand je vois une misère, une injustice, une horreur, quand je passe, et ça m'est déjà arrivé, y compris quand j'étais très jeune, par exemple au Maroc, avant qu'on le quitte, de passer devant une maison et d'entendre une femme crier sous les coups de son conjoint. Je veux dire, c'est des choses que j'emmagasine et qui restent là, et donc et dont je ne peux pas me défaire autrement qu'en me demandant ce qu'il faut faire pour contribuer à une réponse. Bon, donc
Entre ce genre d'expériences approchées ou vécues, et puis de manière générale une sensibilité particulière à la question des inégalités en fait. En fait, je ne supporte pas, et ça me vient de très loin, je ne supporte pas l'idée que le sort des individus soit ficelé à la naissance en fait, parce qu'ils sont de tel sexe, de telle couleur, de telle catégorie sociale. C'est quelque chose, pardon, ça peut paraître banal, mais en fait chez moi c'est pas banal du tout. C'est cette limitation aux aspirations qu'on pourrait avoir pour des raisons qui sont complètement indépendantes de votre volonté. Avez-vous choisi un jour de naître ceci ou de naître cela ? Elle m'est insupportable. Et donc je pense que dans toute société, le sens du progrès, c'est d'enlever une à une ces limitations. Najat Vallaud-Belkacem s'engage d'abord auprès d'associations, avant de devenir l'assistante parlementaire d'une députée socialiste, Béatrice Mar. Nous sommes en l'an 2000. Le débat sur la parité déchaîne l'hémicycle. Faut-il ou non imposer par la loi une stricte parité homme-femme en politique ? Le débat divise jusqu'aux rangs féministes qui, pour certaines, ne veulent pas d'une loi qui les réduirait à leur statut de femme. J'ai quand même souvenir vraiment de cette époque où se déchaînaient tous ces arguments sur le mode pourquoi faudrait-il donner un coup de pouce particulier aux femmes, elles n'ont qu'à être compétentes et on les retrouvera dans les postes à responsabilité, etc., etc. Et j'ai souvenir d'avoir été très 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 énervée par ce type d'argument. Je pense que, comment dire, en fait, je pense que c'était le moment de ma vie politique consciente, même si j'étais pas engagée en tant que telle, mais de ma vie politique consciente, où j'ai le plus pris conscience de la mauvaise foi, de la façon dont, avec de la mauvaise foi, en fait, on pouvait exprimer des résistances énormes à des choses évidentes, mais avec de la mauvaise foi. Donc, c'est-à-dire faisant appel à l'intérêt général pour ne surtout pas changer une situation dysfonctionnelle. En fait, mon expérience auprès d'une députée, donc Béatrice Mar à l'Assemblée nationale, encore une fois, était très très utile parce que elle en faisait l'expérience. De la difficulté à trouver sa place quand on est une femme en politique, et qu'elle me l'a raconté très très régulièrement, et elle en souffrait, et je voyais bien. Donc en fait, très franchement, au sortir de cette expérience-là, je pense que j'avais pas particulièrement envie de m'engager en politique moi-même. C'est ça qui est intéressant, on en a déjà discuté, elle et moi. Ce qui change, c'est vraiment, à un moment donné, une nécessité fait loi, quoi. Une injonction devient plus importante que les quelques contraintes et les quelques barrières que vous avez constatées sur le chemin. Elle fait ses premiers pas en politique en 2003 aux côtés du maire de Lyon, le socialiste Gérard Collomb, tout juste élu et en train de former son cabinet. Najat Vallaud-Belkacem a alors 26 ans et elle postule. Je me souviens de ce moment justement où je rencontre le cabinet qui avait été chargé de passer en revue les candidatures, etc. Et je me souviens que je ne m'attends pas une seconde à être retenue parce qu'en effet, j'ai pas d'expérience particulière. Bon, je suis quand même diplômée de Sciences Po, je suis juriste, j'ai des choses à faire valoir, n'exagérons rien. Mais c'est vrai que j'ai pas d'expérience politique en tout cas, si ce n'est d'avoir été assistante parlementaire. Et en fait, je pense que ce qui intéressera, enfin d'après ce qu'on m'a dit, à ce moment-là, et ce qui permettra que je sois retenue, c'est que en fait la mission pour laquelle on cherchait quelqu'un, c'était de mettre en place toutes ces mécaniques de démocratie de proximité, démocratie participative, dans laquelle un certain nombre de grandes villes s'engageaient à ce moment-là, au début des années 2000, les conseils de quartier, si vous vous en souvenez, des choses comme ça. Et que, en fait, précisément, le parcours qui avait été le mien, c'est-à-dire à la fois des études permettant de théoriser des choses et puis en même temps la diversité des milieux sociaux rencontrés, des territoires vécus, etc., était quelque chose qui plaidait en ma faveur. Et en fait, je vais commencer dans les premiers temps vraiment par cette entrée-là qui est... On écoute la population, on la fait contribuer, et donc du coup on fait remonter un petit peu. En fait, ça va vraiment, je le précise parce que j'en parle rarement, mais pour moi ça a été une expérience très très forte parce que c'est ce qui a petit à petit construit en moi l'idée que en fait être représentant du peuple en l'occurrence, c'était quelque chose de particulièrement noble parce que en fait ça voulait dire, c'est comme ça que je le concevais, avoir pris le temps d'écouter. Et porter la voix des autres. Najat Vallaud-Belkacem rentre en politique au lendemain du vote de la loi sur la parité.
L'espoir est énorme chez toutes les femmes, mais il est de très très courte durée. Aux législatives de 2002, elles ne sont que 12% à être élues députées et ES malgré les pénalités. Ça veut dire que les gros partis préfèrent payer très cher plutôt que de mettre des femmes sur leur liste. Il n'y a pas les viviers. Toujours la même histoire. Donc en fait, ce que ça démontre, cette histoire, c'est qu'il ne suffit pas de faire des lois, il faut évidemment derrière que l'impulsion soit donnée à ceux qui vont se retrouver à les appliquer, en l'occurrence des partis politiques, pour qu'il y ait une anticipation, une construction de l'avenir, la construction des fameux viviers, les pourvoirs, etc. Donc en fait, c'est vrai que ça mettra quand même plusieurs années, et c'est drôle de repenser à ça parce que des années plus tard, en 2014, quand je suis ministre des droits des femmes, dans la loi égalité réelle entre les femmes et les hommes, j'adopterai notamment une disposition qui augmente considérablement les pénalités faites aux partis politiques qui ne respectent pas pour de vrai les lois parité. Et du coup, ça se chiffre à plusieurs millions d'euros pour un parti politique qui ne joue pas le jeu. Et à ce moment-là, donc la loi date de 2014, donc les élections suivantes sont celles de 2017. Et en fait, on voit un vrai changement en 2017 où enfin on doit être à plus de 40% de femmes maintenant à l'Assemblée nationale parce qu'en fait, la plupart des partis ont enfin joué le jeu. Elle monte les échelons du Parti socialiste et devient en 2007 la porte-parole de Ségolène Royal, première candidate socialiste à l'élection présidentielle. Mais la campagne est violente et la candidate subit des attaques misogynes d'un autre temps. Cette campagne, tous ceux qui ont eu à la vivre de l'intérieur l'ont... elle avait rien d'anecdotique, l'ont prise de plein fouet, on était embarqués, au vrai sens du terme. Et donc, du coup, bien sûr que ça a été une souffrance de constater qu'il y avait une part d'hostilité à l'égard de Ségolène Royal liée au fait qu'elle soit femme. Je dis pas que tout était lié à ça, mais une part quand même clairement. Et notamment, d'ailleurs, dans le traitement médiatique. En fait, c'est pas forcément les gens eux-mêmes, c'est à un moment donné le récit qui s'installe de la cruche, etc. Enfin, je vais pas revenir dessus. La presse ne l'épargne pas, mais c'est sa propre famille politique qui lui plante un couteau dans le dos. Les mâles, éléphants du Parti socialiste, se demandent qui va bien pouvoir garder les enfants. Je pense que celui qui a prononcé ces mots doit le regretter, doit l'avoir regretté depuis, parce que fort heureusement, la société est devenue très intolérante sur ce genre de bêtises. Mais en tout cas, sur le moment, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas encore arrivé à maturité pour avoir une femme présidente de la République, et c'est vrai que c'est un peu déprimant en fait de se dire ça. Ségolène Royal, humiliée, perd l'élection en 2007. 5 ans plus tard, en 2012, c'est François Hollande, son ancien compagnon et père de ses enfants, qui remporte la présidentielle. C'est lui, du coup, qui formera le premier gouvernement paritaire de la Ve République et nomme alors Najat Vallaud-Belkacem ministre des droits des femmes. Moi, je suis quand même investie sur la question des droits des femmes, notamment comme secrétaire nationale du Parti socialiste en charge des questions de société. Bon, il y a plein de sujets, dont les droits des femmes, mais c'est présent, cette question des droits des femmes. Et donc, pendant 3 ans de mémoire, je travaille sur beaucoup de sujets qui vont m'alimenter énormément au-delà de mon expérience vécue et de mes convictions. Et en fait, en 2012, je me souviens cette année-là, parce que dans la campagne présidentielle, d'ailleurs c'est très intéressant parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait la même chose cette année, mais dans la campagne présidentielle, il y avait une espèce de coordination du mouvement associatif qui a été très forte. Et je me souviens qu'il y avait eu notamment un grand événement auquel tous les candidats se sont sentis obligés de venir répondre, etc. Et ça a permis finalement au secteur associatif de porter des requêtes, des revendications fortes sur ces questions-là. Et c'est ainsi que finalement François Hollande, une fois qu'il l'a emporté, décide de respecter un certain nombre d'engagements qu'il a pris, dont la création du ministère des droits des femmes. Et je me souviens de ce coup de fil, en effet, où il me propose de l'être, cette nouvelle ministre des droits des femmes, ainsi que porte-parole du gouvernement. Et ça a été, je pense que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, parce que c'était vraiment un très très beau portefeuille. Précisément, vous me direz, ah bon, mais c'est quand même le plus petit budget de l'État, ça n'existait plus, donc en fait ça pourrait paraître flottant, ça n'existait plus depuis 26 ans. Mais non, justement, moi je l'ai vécu autrement. Je me suis dit, justement, c'est une page blanche en quelque sorte. Non pas qu'il ne se soit rien fait par le passé, je suis
trop humble pour dire ce genre de choses. Mais j'avais cruellement conscience du fait qu'en l'absence d'un ministère dédié à cette question pendant 26 ans, en fait, il y a des tas de sujets qui étaient apparus, qui étaient des angles morts des politiques publiques. Par exemple, l'accroissement des familles monoparentales avec des femmes à leur tête, leur précarisation, leur vulnérabilité. Par exemple, la mutation des formes de violence faites aux femmes et le fait qu'elles touchent de plus en plus des femmes plus jeunes, qu'est-ce que ça signifiait, par exemple le poids du temps partiel et du travail émietté pour un nombre tellement considérable de femmes dans l'univers du care, justement, du soin, du ménage et tant de choses. Donc voilà. À travers ces 3 exemples, vous voyez des choses qui, en fait, existent dans notre société, qui existaient dans notre société, mais dont le politique s'était absolument pas emparé, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour s'en occuper en propre. Franchement, ça a été 2 ans merveilleux. J'ai adoré le ministère des Droits des Femmes, vraiment, parce que d'abord, j'étais très motivée. c'est bête, mais c'est comme dans n'importe quel job, quand vous êtes motivé, vous le faites mieux. Ensuite, j'étais très bien entourée, j'avais bien choisi mon équipe et franchement, c'était fabuleux. Et troisièmement, en fait, comme j'avais une affinité particulière, une empathie particulière pour le secteur associatif, qui sur ce sujet-là compte particulièrement, vraiment, et ben j'en ai fait des alliés, mais avec lesquels j'avais plaisir à collaborer, vraiment. Je me suis jamais retrouvée en frontale avec les associations en disant mais elles exagèrent. Au contraire, je considérais qu'on tirait dans le même sens. Et ça, c'était vraiment très agréable. Une véritable promotion pour la Benjamine du gouvernement. Issue de l'immigration et symbole de la méritocratie à l'école. Mais dès son arrivée rue de Grenelle, elle est lynchée par la droite tendance Manif pour tous, qui l'accuse de vouloir faire enseigner à l'école la théorie du genre. En ligne de mire, ce qu'on appelle les ABCD de l'égalité, expérimentés pour lutter contre les inégalités filles-garçons. Moi, j'accorde la même charge symbolique au ministère des Droits des Femmes qu'au ministère de l'Éducation nationale. J'étais très heureuse d'occuper les deux, vraiment. Je les trouve importants, les deux. Mais en fait, dans l'esprit collectif des gens, dans l'imaginaire commun, l'éducation nationale, c'est genre la charge symbolique est énorme. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'il n'y ait jamais eu de femme ministre de l'éducation avant que j'arrive. Et puis, c'est surtout, je veux dire, tout est sujet à passion, à polémique, tout le temps. Et donc, du coup, c'est là que ceux qui étaient hostiles à ce que je pouvais représenter, que ce soit la féminité, mais même d'autres caractéristiques, évidemment le fait d'être issu de l'immigration, évidemment même, je vais vous dire, le fait d'être issu de l'éducation prioritaire, dont moi, bêtement, j'avais pensé faire un atout, c'est-à-dire je me souviens de mon discours de passation de pouvoir en 2014 quand je prends le ministère de l'Éducation, donc passation de pouvoir avec mon prédécesseur. Je me souviens que, évidemment, je mets en avant le fait que c'est vraiment un honneur pour quelqu'un né à l'étranger, que ses professeurs justement ont tellement aidé et qui est passé par l'éducation prioritaire que de devenir ministre de l'Éducation. Je crois que c'est un atout et en fait je me rends compte que dans la façon dont un certain nombre d'observateurs hostiles à ce que j'étais parlent de ce que je fais, on a le sentiment que je suis illégitime même de ce fait-là. Donc si vous voulez, c'est à l'éducation que j'ai ressenti cette remise en cause de compétences et de légitimité le plus fort. Comme si j'étais là vraiment par effraction pour le coup. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile à vivre, je pense. En fait, si vous voulez, c'est pas juste un combat de projet de société contre projet de société. Sur la question de l'éducation, c'est vraiment un combat d'insiders cherchant à conserver leurs avantages contre des outsiders auxquels on refuse l'égalité de ces avantages en quelque sorte. Et le problème, c'est que cette mauvaise foi en question, elle s'expose d'autant plus volontiers, comprenez-le bien, que sur la question de l'éducation, en fait, c'est un peu comme sur les guerres. Les guerres ne sont racontées que par les vainqueurs. On n'entend jamais la voix des perdants, des défaits des guerres, hein, on est bien d'accord. Eh bien, l'éducation, elle n'est écrite, elle n'est racontée dans la presse, dans les tribunes, dans les polémiques, etc., que par les vainqueurs de l'éducation. Donc, en fait, ceux qui vous disent « il ne faut surtout rien changer à l'école, c'est très bien comme ça, dans mon enfance, c'était parfait », d'abord, ils vous parlent d'une école des années 50, je
on parle plus de la même chose. Et deuxièmement, eux ont été des vainqueurs. En fait, ils ont fait partie de cette élite qui s'en est bien sortie. Mais ils ne se sont jamais intéressés à ce que sont devenus les décrocheurs de leur propre école, etc., etc. Et donc, en fait, sur l'éducation, si vous voulez, on prend d'autant plus de recul par rapport à la critique, au combat et aux attaques, qu'on comprend tout ça et qu'on se dit, en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment la résistance des inclus contre l'ouverture au plus grand nombre possible des avantages de l'éducation et de la réussite éducative. La politique est donc un sport de combat pour la ministre. Son vécu l'inspire, mais ses fonctions lui permettent de le dépasser et d'en faire une bataille universelle contre toutes les inégalités qui la révulsent tant. Mais il y en a tellement, je veux dire... D'abord, j'insiste sur une chose, c'est que quand on fait de la politique, en tout cas c'est ma conception, il ne faut pas s'appuyer sur son seul vécu, attention. Hein. Parce que franchement, si je m'appuie sur mon seul vécu, vous n'allez pas me retrouver, comme vous avez pu me voir, luttant contre l'homophobie. Il se trouve que je ne suis pas homosexuelle, donc je n'ai pas eu à subir moi-même d'homophobie. Et pourtant, c'est un combat dans lequel j'ai été très 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 engagée. Si on s'appuie sur son seul vécu, on ne va avoir pour lutter contre le racisme que des gens qui eux-mêmes font l'objet de racisme, alors que en fait, l'intérêt, c'est évidemment d'avoir beaucoup plus d'universalité dans ce combat-là. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut savoir dépasser son vécu. Mais pour savoir dépasser son vécu, il faut quoi ? Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même un intérêt pour les gens, en fait. Il faut s'intéresser aux autres, en fait. Il faut les écouter, il faut les voir. Et ce que j'ai parfois constaté en politique, c'est qu'on trouve en politique parfois des gens dont je me suis toujours demandé ce qu'ils foutaient là, parce que clairement, les autres ne les intéressaient pas. Elle a beau dire que son vécu ne l'a pas influencée, la première loi qu'elle fait voter est sur l'égalité réelle entre femmes et hommes, et elle la dédie à sa mère. C'est une loi justement qui s'attaque notamment à la question de l'indépendance financière, de la lutte contre la précarité, etc. Donc ça, c'est clairement une loi pour toutes les femmes qui ont vécu le même parcours que ma mère, qui se sont mariées jeunes, qui ont pas pu avoir de véritable libre arbitre d'une certaine façon. Mais donc, je reviens chronologiquement, la loi sur le harcèlement sexuel qui va quand même installer un droit beaucoup plus protecteur sur le sujet. C'est une loi transversale dans laquelle on trouve vraiment des choses très importantes. On trouve un meilleur partage du congé parental entre les hommes et les femmes, parce que l'égalité, elle se construit évidemment aussi à domicile avant de se construire dans le monde du travail. On y trouve... une meilleure lutte contre les violences faites aux femmes avec des moyens beaucoup plus importants qui sont mis en œuvre et des mécanismes de protection plus importants. On y trouve de la parité, puisqu'on parlait de parité, appliquée non pas simplement au monde politique, je disais que j'avais doublé les pénalités, mais aussi appliquée à des champs comme les fédérations sportives, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, tout un tas de champs. Donc la parité s'installe un peu plus dans la société. Et puis on y trouve sur un plan économique, puisqu'on parlait d'économie tout à l'heure, tout ce qui est clause dans les marchés publics où on va plus faire appel à des entreprises qui ne respectent pas l'égalité femmes-hommes, sanctions faites aux entreprises qui ne respectent pas ça. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent dans cette loi positivement. Donc, il y a tout ce qui passe par la loi. Et puis, de manière générale, je trouve que ce qui s'est fait pendant ces 2 ans-là au ministère des Droits des Femmes, c'est quand même un climat qui a été installé. Un climat, moi, que je juge franchement, même avec le recul, extrêmement positif. Parce que, à force de parler de ce sujet-là, on le remettait au devant de la scène, etc., eh bien, on a permis à plein d'acteurs, d'actrices en l'occurrence, de se sentir pousser une nouvelle légitimité à prendre la parole sur ce sujet. Et c'est un moment où on a vu dans les entreprises, les grandes entreprises, les clubs de femmes se déployer, se multiplier, parce que ça le faisait, c'était bien. Où on a vu des femmes dans le monde de la presse, vous vous en souvenez sans doute, l'appel qui s'appelait « Prenons la une », des femmes journalistes qui dénonçaient le fait qu'en fait, aucune d'entre nous n'est rédactrice en chef, alors qu'on a quand même juste à peu près le même parcours que les hommes. Enfin, il s'est passé plein de choses comme ça qui, pour le coup, n'étaient pas de ma main directe, mais donc j'ai eu le sentiment que c'était le climat qu'on avait installé qui permettait cette libération de la parole. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais le sexisme et la misogynie sont toujours en embuscade.
Lorsqu'elle s'attaque aux clients des prostituées, le journal du dimanche publie une photo où elle a l'air d'être en mini-jupe avec en gros titre « Je souhaite que la prostitution disparaisse ». Bien sûr qu'il y a eu des moments que j'aurais préféré ne pas avoir à vivre, je peux vous dire le contraire. L'histoire de la photo est particulièrement symptomatique parce que, en gros, de quoi il s'agit ? On est au tout début de mon ministère, pour le coup, des droits des femmes, donc on est en juin 2012, et donc une journaliste me propose de venir faire une interview de moi dans laquelle j'exposerai mes priorités, mon plan de bataille pour ce ministère des droits des femmes. J'en suis ravie, ça va être une belle interview dans un grand journal et tout ça. Et donc elle vient, on s'installe dans mon bureau. Il se trouve que dans mon bureau de ministre, j'ai une table transparente, des sièges transparents. Elle est assise face à moi et puis on fait toute l'interview. Je suis totalement évidemment concentrée sur ce que j'ai à lui raconter. Et l'interview se termine et donc quelques jours plus tard, le papier sort. Et en fait, 2 choses incroyables. La première, c'est que alors que dans les différents éléments abordés pendant l'interview, il y avait eu le sujet notamment de la lutte contre la prostitution, mais qui était un sujet parmi d'autres, c'est-à-dire on parlait des violences faites aux femmes, et elle me dit « Est-ce que vous considérez la prostitution comme une violence ?» Et je dis « Oui, évidemment, et donc je suis abolitionniste sur ce sujet. » Donc c'était un sujet parmi d'autres, ça devient le gros titre du papier. Je veux mettre fin à la prostitution. Et deuxièmement, parce que ça dans l'absolu, pourquoi pas, mais deuxièmement, la photo qui accompagne le papier, c'est une photo qui a été prise de moi pendant l'interview, mais comme je le disais, j'étais très concentrée sur mon interlocutrice et donc je n'avais pas vu que le photographe, en fait, s'était mis à l'autre bout de la pièce, visiblement accroupi, pour prendre la photo d'en bas. Et donc du coup, je me retrouve avec une photo, je portais une robe ce jour-là qui était un peu remontée du coup dans le siège, enfin on avait l'impression que j'avais pas de robe, ou que j'avais pas de jupe, ou que j'avais juste un haut mais pas de bas. Et c'était extrêmement choquant, évidemment. C'était incroyable et la mise en abîme, j'allais dire, du titre et de la photo, c'était particulièrement violent. Donc c'était ma première grosse interview de ministre. C'est vrai que je l'ai prise, mais en plein dans la figure. En plus, les gens ne comprennent pas, évidemment. Ils se disent mais pourquoi tu as fait ça ? Genre, mais ouais, j'ai choisi. J'ai trouvé que c'était très pertinent. Donc même les gens bien intentionnés à votre endroit ne comprennent pas. Donc ça, c'était dur. Et je me souviens qu'à l'époque, comme j'avais été quand même atterrée de cette situation, je m'étais un peu intéressée justement à d'autres femmes politiques, jeunes femmes politiques. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'elles étaient nombreuses à avoir vécu la même chose. Sauf que j'en avais pas pris conscience, moi, parce que quand on lit les journaux, on va vite, on s'arrête pas forcément. Mais en fait, après, j'ai remonté le fil. Et inutile de donner des noms ici, mais la plupart des jeunes femmes politiques de l'époque, vous trouverez toujours un exemple de photos prises n'importe comment, genre comme ça, où on a l'impression que le décolleté n'en finit pas. C'est quand même toujours un problème, l'iconographie, l'image. Mais Najat Vallaud-Belkacem a le cuir épaissi par la fonction. Rien ou peu ne transparaît. Elle raconte ses pires souvenirs avec humour. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand sourire ? Que ressent-elle ? Au début, c'était dur. Après, moi, j'ai eu une chance, allez, soyons honnêtes, c'est que je le disais tout à l'heure, je me suis bien entourée, en fait. Je me suis toujours bien entourée dans mes différents cabinets. Le climat de travail au quotidien avec les équipes proches a toujours été d'une qualité exceptionnelle. Donc, en fait, j'ai rarement vécu les affres de la solitude politique que certains vivent. À un moment donné, il y avait toujours des gens autour de moi, y compris pour me dire non mais là vraiment il faut que tu désinstalles Twitter. Vraiment, on te demande de le désinstaller pour ton bien-être, on regarde nous-mêmes à ta place, mais non. Enfin, je veux dire, c'est comme dans n'importe quel univers de travail. Aujourd'hui, c'est celui que j'essaie d'installer dans mes autres fonctions. C'est normal. On est tellement mieux quand on est dans un univers bienveillant. Il faut prendre un parti politique pour ce qu'il est. Hein. Je veux dire, il faut pas non plus. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Un parti politique, c'est pas une famille, c'est pas une bande de copains. C'est l'association de gens qui sont guidés globalement par les mêmes valeurs. Donc c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ça veut dire que normalement, sur l'essentiel, qui est le projet pour la société, on est censé s'entendre. Najat Vallaud-Belkacem a une 20aine d'années quand la loi sur la parité est votée. Une 30aine quand elle devient ministre. Et son expérience nous montre à quel point le combat pour l'égalité homme-femme est encore loin d'être gagné.
Les activistes en faveur de l'égalité rêvent d'avoir une loi comme la parité. Parce que dans tous les pays, on sait très bien que ça n'est pas par le cours naturel des choses qu'un jour l'équilibre se fera. Ça n'existe pas. Je veux dire, le cours naturel des choses, c'est que les inégalités se reproduisent et même au contraire se confortent. C'est pas par hasard qu'elles existent depuis si longtemps. C'est parce que quelque part, il y a une forme de confort pour la société, en tout cas pour ceux qui en tirent profit, à continuer ce patriarcat en fait. Voilà. Et donc du coup, tout le monde sait très bien que si on veut que ça change, il faut que les pouvoirs publics, que la loi, parce que moi je crois beaucoup à la loi, viennent installer d'autres fonctionnements avec des pénalités, avec du bonus-malus, récompenser les comportements exemplaires et sanctionner les non-vertueux, etc., etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'au contraire, la loi parité devienne une généralité à l'échelle du monde et que peut-être un jour, elle soit utile aux hommes aussi à continuer d'être représentés parce que quelque part, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on aura toujours besoin de cet équilibre des sexes-là. Le féminisme, ça n'a jamais été, en tout cas dans ma conception des choses, la volonté de remplacer une domination masculine par une domination féminine. Le féminisme, c'est juste de rétablir de l'équilibre. Et ces lois, elles servent à cela. Najat Vallaud-Belkacem a surmonté le paradoxe de ses origines. Elle a échappé à la reproduction sociale, elle a dépassé ses expériences vécues pour se forger sa conviction féministe. Mais combien sont-elles, comme elle, à avoir réussi à surmonter les dominations, leur infériorisation, les violences au sein de leur famille, de la société? L'ancienne ministre en est persuadée. Le combat féministe passe par la loi. Elle est la seule à même de corriger les inégalités, de sanctuariser les droits des femmes. L'inscription de l'IVG dans la Constitution française en est d'ailleurs la victoire la plus criante.